c'est très variable, c'est-à-dire que t'as vraiment des passages hyper techniques dans la jungle où c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que t'as des lianes dans tous les sens, t'as des troncs d'arbres couchés au sol, donc des fois tu dois passer au-dessus, des fois tu dois ramper en dessous, tu traverses des tonnes de rivières, donc la première, la deuxième, t'essayes de l'éviter pour pas te mouiller les pieds, et puis rapidement tu comprends que ça sert à rien de toute façon, donc tu cours dans les rivières, dans la boue, mais après c'est quand même pas non plus tout le temps ultra technique parce que sinon t'avancerais pas. Donc en fait, c'est une alternance de passages très techniques dans la jungle et après t'as aussi des passages où tu traverses en fait des cultures des rizières, des champs de bananes et où là ça se court quand même beaucoup plus hein, donc en fait, en même temps, je pense que c'est ça aussi qui fait la difficulté de ce parcours, c'est que le terrain est changeant en permanence. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Nous allons suivre aujourd'hui l'ultra-trailer Cédric Goléa qui va nous embarquer avec lui pour une course du côté de la province de Chiang Mai en Thaïlande. Invité de façon inattendue au Thailand by UTMB, alors que sa saison de course s'annonçait bouclée, Cédric va se lancer sur les sentiers thaïlandais et vivre un ultra-trail très dépaysant, bien loin des décors et des terrains que nous avons l'habitude de connaître en Europe. Une course étonnante qui va également donner lieu à une passe d'armes avec Jay, la star locale, qui n'a aucune intention de laisser la victoire lui échapper sur ses terres. Mais je ne vous en dis pas plus. Cédric va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Thaï Patron. Bonjour Cédric, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut Guillaume, ravi d'être ton invité. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi. Je suis un fidèle auditeur de tes podcasts, donc quelle belle idée. Ça me fait plaisir d'être là. Eh bien moi aussi. Comment se passe ton début d'année de mon côté ? Je suis un peu déçu parce qu'à quelques jours près, j'aurais pu commencer l'épisode en te souhaitant bonne fête, puisque la Saint-Cédric, c'est le 7 janvier. Caramba, j'ai encore raté mon coup. Ouais, dommage pour le timing, mais ça va. Moi, il y a la Saint-Guillaume le 10, si tu veux. Ouais. Ah, ok, je savais pas. Je suis pas très calé sur les fêtes, moi, donc désolé. On n'a pas assez parlé éphéméride lors de nos échanges préparatoires. Non. Cédric, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Qui es-tu ? Donc moi j'ai 41 ans, bientôt 42. Je suis marié, père de 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui ont 12 ans, 10 ans et 6 ans. Dans la vie, je suis podologue, installé depuis pas très longtemps, depuis 1 an et demi sur Gap, dans les Hautes-Alpes. C'était un changement de vie assez récent. Auparavant, on habitait dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, où on avait un cabinet dans le coin. Et en fait, on avait des envies de changement, des envies de montagne. Et donc, on s'est décidé l'été dernier, l'été 2020, à tout vendre ce qu'on avait dans le sud pour venir s'installer dans les Hautes-Alpes. Donc, maintenant, on est ici et on est ravis d'habiter Gap. Vous avez passé le Gap, vous êtes lancé. Exactement, bien joué. Voilà, donc en fait, je pratique pas mal de sports d'outdoor, donc évidemment du trail, de l'ultra trail plus particulièrement. J'aime bien la longue distance. Et sinon, depuis que j'habite ici, du coup, je découvre aussi et je peux pratiquer de façon beaucoup plus assidue les sports de montagne. Donc là, c'est l'hiver et donc tu te régales. Je cours très peu, mais par contre, je me régale à faire du ski de rando, du ski de fond et tout ce genre de beaux sports d'extérieur que nous offre la montagne. Est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans ta plus tendre enfance et à tes années d'adolescence ? Est-ce que c'était très présent déjà ? Et est-ce que tu avais un sport favori à l'époque ? Alors en fait, le sport a toujours fait partie de ma vie je dirais pas de ma naissance, mais presque, parce que en fait, j'ai un papa qui est très sportif
et sportif loisir quoi. Ça a jamais été un compétiteur, mais par contre il nous a toujours amené faire du sport en extérieur. Donc on a fait beaucoup de rando, de l'itinérance, on a fait beaucoup de ski, l'été on faisait pas mal de canyoning, de la plongée. Donc on a toujours fait beaucoup d'activités, beaucoup passé de temps dehors. Après en termes de pratique pendant l'enfance, en fait, les premières années, j'ai joué pas mal au tennis. Ensuite, je suis passé au ski. J'ai fait du ski alpin en compétition pendant pas mal d'années jusqu'au bac. Après, quand j'ai commencé mes études, ça devenait trop compliqué à jongler avec les deux. Donc là, j'ai basculé sur une période en fait un peu moins sportive de ma vie où j'ai pas mal profité. Plus festive. Voilà, exactement. J'ai profité de la vie étudiante pour faire pas mal pas mal la fête, pas mal de soirées, et c'était une autre forme de sport, mais voilà, ça a été des super. T'étais ultra endurant aussi. Exactement, c'est exactement ça. J'ai travaillé l'endurance et la dette de sommeil, donc peut-être que ça me sert aujourd'hui en ultra, mais donc voilà, j'ai eu toute cette période où le sport a été un peu mis de côté, et pareil, quand j'ai eu les premières années où j'ai ouvert mon cabinet, où je m'y suis consacré à fond, bah là j'ai fait peu de sport, juste je continue à faire un peu des randos avec ma femme le week-end, mais voilà, c'était pas très sportif, mais puis après bah voilà, justement il y a eu une période où d'un coup j'ai senti que j'avais besoin de m'y remettre, et c'est là que la course à pied est rentrée dans ma vie. Donc voilà. Tu as donc découvert la course à pied et notamment le trail finalement assez tardivement. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui a été pour toi, on peut le dire, une révélation, et puis comment tu as été amené à faire tes premiers pas en trail, comment tout ça s'est mis en musique? Ouais, en fait, c'est très rigolo, c'est que j'ai aucun passé de course à pied, si ce n'est comme tous les gamins au collège quoi, et au lycée, l'endurance qu'on faisait tous. Après, quand je faisais du ski de compétition, en gros, c'était la corvée, c'est que quand on était puni, ben, nos entraîneurs nous faisaient courir un peu dans le froid, mais c'était toujours plus une punition qu'autre chose. Et donc en fait, j'étais très loin de tout ça. Après, c'est dans mon boulot en fait, étant podologue du sport, j'avais pas mal de patients coureurs, et quand ils me parlaient, il y a eu des patients qui ont commencé à me parler de trail, donc je les entendais me parler de distance. Ça me paraissait complètement hallucinant et complètement invraisemblable. Et donc bah voilà, j'étais loin de tout ça. Et en fait, on a rencontré des amis qui étaient dans le milieu du raid aventure, et nous ont parlé de ça. Donc et enfin moi ça me semblait encore loin tout ça, et c'est plus ma femme en fait qui a été un petit peu attirée par ça, et elle nous a inscrits sans trop me demander mon avis sur un raid. Et donc à ce moment-là, bah il y avait un peu de la course à pied, enfin du trail, le pseudo trail d'orientation, du VTT. Et donc en gros un mois avant le raid, je me suis dit il faut un peu courir, donc je suis allé courir 3 fois 10 minutes on va dire. Donc on a passé ce raid plutôt bien. Et ensuite, juste après ça, en fait, ma femme est tombée enceinte de notre 3e enfant. Et pendant sa grossesse, je sais pas si on peut y voir un lien, mais en tout cas, voilà, d'un coup, je me suis mis à courir. Et et en fait, bah ça là pour le coup, effectivement, ça a été une révélation. Donc bah dès les premières sorties, bon, passer les 3-4 premiers footings où bah comme tout le monde, tu galères, t'es en souffrance, mais après en fait rapidement ça m'a plu d'être surtout le fait d'être en extérieur. Je pense que si j'avais habité en ville, j'aurais dû courir dans un parc ou sur la route au milieu des voitures, je pense que j'aurais jamais été attiré par ce sport. C'est pas courir pour courir quoi, mais par contre l'aspect être dans la nature, bah ça m'a tout de suite plu, et donc rapidement je me suis pris au jeu. Tu as connu donc un nouveau déclic, enfin un deuxième dans la continuité de cet éveil au trail. C'était à l'occasion des 80 km du Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous parler de cette première expérience qui a été vraiment mémorable pour toi sur ce format d'ultra? Ouais, c'est vrai qu'en fait, bah, quand j'ai commencé à faire des courses, bah, c'était dans le coin là où j'habitais, dans le sud. Donc c'était en fait dans le sud, pour ceux qui connaissent, on a des petites collines quoi, des petites montagnes, mais rien de bien alpin, rien de vraiment montagnard. Et donc en fait après à peu près un an de pratique, bah, je me suis inscrit sur ce 80 km du Mont Blanc. Et là en effet ça a été la vraie révélation.
parce que c'était pour tout ce que en fait déjà t'arrives dans Chamonix, c'était la première fois que j'y allais, tu vois le Mont Blanc, tu vois ces montagnes autour de toi, le paysage il est juste dingue. Et ensuite la course, ça a été vraiment une journée qui reste qui est vraiment mémorable, et encore souvent j'y pense à cette course, parce qu'en fait toute la course j'avais vraiment le smile tout le long d'être dans cet environnement. La course s'est vraiment bien passée, je l'ai abordé vraiment sans pression, sans aucun objectif, juste prendre du plaisir. Et donc il y avait ma femme et mes deux grands enfants qui étaient là, parce que le petit venait de naître, donc il est pas venu. Et donc voilà, je l'ai vraiment vécu une super journée. Et quand j'ai franchi la ligne, en plus le résultat était quand même plus que correct, on va dire, pour quelqu'un qui avait aucune expérience de ce genre de format et de terrain. Et donc voilà, c'est pour tout ce que ça 42e, c'est représentait. ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, là, quand j'ai passé la ligne, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est des longues distances, c'est courir dans la montagne, c'est, voilà, vivre l'ultra. C'est là que j'ai eu le virus de l'ultra, quoi. Donc, ça m'a conforté dans le fait non seulement de continuer à pratiquer, mais surtout à m'orienter sur ces longues distances. Au-delà de la notion de plaisir là qui est très présente, on l'a senti, et ce que les promesses de cette première performance, est-ce que ça t'a révélé justement aussi que tu pouvais espérer te montrer et performer sur des formats de course? Est-ce que ça a été aussi en ça une révélation pour toi sur tes capacités? Ouais, clairement. C'est que après, moi, dans tous les cas, j'ai toujours eu l'esprit de compétition. C'est-à-dire que c'est une qualité des fois à la fois, mais c'est-à-dire que moi, ce sport aussi il m'a plu, on va pas se mentir, c'est parce que j'ai senti en fait que rapidement, même au début sans avoir vraiment d'entraînement, j'avais des résultats qui étaient quand même corrects. Donc là, cette course, comme tu dis, ça a été vraiment du pur plaisir, et en plus, le résultat était quand même assez bon. Et donc là, ouais, je me suis dit, ça m'a donné envie. Toi, dans tous les cas, c'est dans ma personnalité. J'aime bien quand je fais les choses, les faire bien. Donc là, en plus, voyant qu'il y avait moyen de m'améliorer, je dis pas que je voulais gagner, mais en tout cas, j'ai senti que je pouvais m'améliorer. Donc ça, en fait, je me suis dit, voilà, et ces formats, c'est ça qui me correspond, plus que des formats courts et rapides, et ça correspond à mes qualités, donc l'ultra. Donc voilà, je me suis orienté sur ça. Et j'ai axé mes entraînements et mes choix de course définitivement sur la longue distance. On va beaucoup parler et voyager avec toi aujourd'hui puisqu'on va partir en direction de la Thaïlande. Tu as, en marge de ça, donc vécu un certain nombre de courses mémorables en France ou ailleurs sur le globe. Je vais te poser quelques questions sur quelques courses qui ont pu marquer ta vie pour de différentes raisons. Est-ce que tu pourrais notamment me dire la course qui a été la plus difficile pour toi jusqu'ici en quelques phrases? C'est difficile à dire parce qu'en fait, comme tout le monde, enfin sur les ultras, t'as souvent des moments difficiles. Après, j'ai jamais vraiment connu une course où j'ai galéré du début à la fin. Mais en fait, paradoxalement, en fait, je pense que là, si jamais je dois penser à une course où j'ai quand même le plus souffert, ça a été l'UTMB de cette année. Donc je te dis paradoxalement parce qu'en fait, le résultat au final, il est quand même bon, mais en termes de sensations, ça a été quand même très très difficile, quasiment du début à la fin. C'est-à-dire qu'à partir des contamines, j'étais déjà vraiment plus que touché. Et Ce qui est assez tôt dans la course, donc ouais, les contamines. 30e kilomètre. Donc quand tu pars pour 170 bornes, quand au bout de 30 kilomètres, tu commences vraiment à être dans le mal, ça fait peur, quoi. Donc là, franchement, j'ai eu beau me dire au début, en ultra, t'as toujours des coups de moins bien, mais ça finit par passer, et ça finit par revenir les sensations. Donc au début, j'ai continué, mais en fait la nuit a été vraiment dure. Et quand je suis arrivé à Courmayeur, j'étais vraiment dans un sale état. Et en fait, j'ai continué parce que déjà, j'aime pas abandonner. Et surtout j'ai continué parce que c'était une course c'est une course particulière, quoi, l'UTMB, qui me tient à cœur. Et en fait, surtout, ce qui m'a poussé à continuer à ce moment-là, Courmayeur, c'est que je savais que sur les ravitaux suivants, il y avait mes enfants qui seraient là. Et eux qui étaient, en fait, ils adorent me suivre sur les courses et être sur les ravitaillements. C'est une petite aventure pour eux aussi. Et donc là, en fait, je savais que si j'abandonnais là, à Courmayeur, eux, en fait, ils auraient pas participé à cette course, quoi. Donc, à ce moment-là, je me dis, je continue au moins jusqu'à Champé
pour les retrouver au moins une fois. Donc au final, je suis allé au bout. Le résultat, il est quand même bon. J'ai fait un podium dans ma catégorie, chose que j'aurais jamais imaginé vivre un jour. Mais ouais, ça a été vraiment une course difficile et physiquement bien sûr, mais surtout mentalement quoi. Il a fallu que j'aille vraiment chercher très très loin pour pas lâcher et pour aller au bout quoi. Donc ça a été dur et je l'ai ressenti d'ailleurs après la course, c'est-à-dire que généralement franchement j'ai une capacité de récupération qui est assez bonne. J'aime bien enchaîner. Et là, j'ai senti vraiment que j'étais vidé quoi après cette course et beaucoup plus que d'habitude. J'ai mis vachement de temps à me relancer derrière quoi. Donc ouais, si je devais relever une course sur laquelle ça a été particulièrement difficile, je dirais celle-ci. On a eu des discussions un peu connexes à celle d'aujourd'hui il y a quelques temps. Est-ce qu'il t'est pas arrivé une mésaventure aussi sur l'UTMB il y a quelques années avec une histoire de chaussures? Ouais, c'est vrai, exactement. Là, en fait, UTMB 2019, donc la première fois que je participe à l'UTMB, toujours ma femme qui fait mon assistance, comme à chaque fois sur ces courses. Et donc là, inversement à l'édition de cette année, les sensations étaient vraiment bonnes au départ. Tout se passe bien, si ce n'est que à partir des Chapieux, là, je commence à avoir une grosse douleur au pied. Et donc que j'avais jamais connu, mais je m'affole pas en me disant je vais arriver à Courmayeur et retrouver mon épouse, et là elle a une autre paire de chaussures, et donc je vais basculer sur une autre paire de chaussures et ça devrait régler le problème. Et donc j'arrive à Courmayeur et là ma femme avait pensé à tout sauf aux chaussures. Donc là les chaussures qui étaient restées dans la voiture, quand je arrive, c'est la première chose que je lui demande, et là je vois qu'elle se décompose, et se rend compte de l'erreur, et la voiture étant super loin, c'était inenvisageable. Et donc petit moment de solitude, et donc forcément je suis reparti de là avec les mêmes chaussures, la même douleur au pied, et là pour le coup du coup cette douleur va au fur et à mesure devenir très très embêtante, et donc va m'obliger en fait en gros à adapter ma foulée, à modifier ma foulée, et du coup ça va me déclencher une douleur sur l'autre jambe, là, une périostite qui va bien m'handicaper pour le reste de la course. Et donc heureusement, enfin quand j'arrive à Champé, là forcément ma femme avait pas oublié les chaussures, mais bon, le mal était fait quoi. Donc la fin de course ça aura été un peu compliqué compte tenu de cette douleur. Ce jour-là, j'avais des bonnes jambes, mais voilà, la douleur, par contre, m'a vraiment handicapé sur la fin de la course. En gros, je pouvais plus courir quasiment en descente, donc ça représente beaucoup de temps de perdu, quoi. Mais bon, après, c'est ce genre de course, à partir du moment où tu franchis la ligne, avec l'émotion que ça te procure, T'oublies c'est tout des ça petites très choses vite. après que t'as tendance à oublier, quoi. Donc maintenant j'en rigole, mais c'est vrai que sur le coup ça m'a pas trop fait sourire, parce que quand tu arrives à Courmayeur et que tu réalises que le ravitaillement suivant à Champé, il y a je peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près 40 bornes, donc tu comprends qu'il va falloir attendre quelques heures avant de pouvoir changer de chaussures et espérer résoudre ce problème. Donc voilà, mais voilà, c'est une anecdote qui me fait sourire et dont on parle de temps en temps avec mon épouse. Donc ce qui est sûr, c'est que maintenant sur les ravitaillements, elle n'oublie jamais les chaussures. Ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots la course où tu t'en es mis particulièrement plein les yeux, la plus spectaculaire? Waouh, il y en a plein en fait. Hein, tu vois là, si jamais je dois réfléchir à des images, il y en a plein qui me viennent. Mais ouais, l'UTMB c'est du classique, mais récente, je dirais, bon, pas la Thaïlande, parce qu'on va en parler plus tard, mais cet été, j'ai fait une course en Suisse, là, c'est le Trail Verbier-Saint-Bernard, la X-Alpine. Donc là, franchement, c'est vraiment de la vraie course technique, la vraie course alpine, avec des gros sommets. Et voilà, pour le coup, ça a été vraiment une superbe course. J'ai vraiment apprécié cette course pour son dénivelé, ses sommets assez brutaux. Donc c'est une course que je recommande, mais je pourrais te parler de plein de courses en fait. Tu vois, il y a plein de courses où t'as des passages qui sont mythiques. Et après, ce qui est dur, c'est d'avoir des courses homogènes. Des fois, sur certaines courses, t'as une partie qui est vraiment belle et le reste qui est un peu moins intéressant. Mais
là pour le coup Verbier c'est vraiment une course où c'est beau du début à la fin quoi. Donc ça fait partie je pense des courses à faire pour ceux qui recherchent un ultra alpin et technique. Message reçu. On va reparler un petit peu de toi maintenant, Cédric. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses être tes points forts et puis les zones sur lesquelles tu vois encore des améliorations possibles, à la fois d'un point de vue physique et mental? Ouais. Alors, je pense qu'au niveau physique, j'ai rien de particulier, quoi. En fait, je pense pas avoir des aptitudes vraiment supérieures à d'autres. Je crois que ma qualité, c'est de par mon côté perfectionniste, compétiteur, et j'aime bien faire les choses bien. Donc en fait, je suis quelqu'un qui va essayer de s'entraîner correctement tu vois, ça me dérange pas d'y aller tôt, tard, dans le froid, dans des sales conditions, parce que j'ai envie de bien m'entraîner, parce que j'ai envie de bien me préparer sur une course. Donc en fait, je pense que je me suis amélioré grâce à cette qualité mentale, on va dire. Je suis d'être, je dirais jusque boutiste, même des fois à l'extrême, c'est-à-dire que des fois, même si je suis fatigué, je suis un peu blessé, etc. J'irai quand même m'entraîner parce que je veux m'entraîner pour me donner je dirais pas bonne conscience, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de me dire, je fais tout ce qu'il faut pour arriver prêt pour mes courses. Des fois, ça marche pas, hein, mais des fois, justement, j'en fais trop, je suis fatigué, et puis ça le fait pas. Mais voilà, en gros, je suis assez têtu à ce niveau-là. Donc ça, je pense que c'est ma qualité principale. Après, du coup, des fois, ça peut se transformer en défaut parce que je m'écoute pas trop. Et donc des fois, j'ai beau être fatigué, cuit, cramé, je vais quand même aller m'entraîner et me remettre un coup de fatigue dessus. Et ça, tous ceux qui pratiquent savent que des fois c'est plus contre-productif qu'autre chose. Mais j'ai beau le savoir, beau avoir un petit peu d'expérience maintenant, je continue quand même à m'entêter un peu dans ce genre dans ce schéma. Donc voilà, c'est à la fois une qualité et un défaut. Après, pour en revenir à la course. Les qualités que j'ai, c'est mon endurance, quoi. Donc, c'est pas pour rien que je suis bon sur les formats longs. C'est-à-dire que j'ai pas de qualité intrinsèque de vitesse, ce genre de choses. Ça, franchement, tu me mets sur un même borne, je me fais défoncer à tous les coups. Mais par contre, voilà, j'ai une faculté à tenir un effort longtemps et à pas faiblir, en fait. Donc, généralement, toutes mes courses, c'est à peu près les mêmes schémas, c'est-à-dire que en gros, je vais gagner des places du début jusqu'à la fin. Donc en fait, c'est comme ça que je fais la différence, c'est-à-dire que je prends rarement un départ très rapide, mais par contre, au fur et à mesure, quand les autres ils commencent à sauter, moi, c'est là où j'arrive à tenir la distance et à garder un effort assez régulier. Donc c'est ça qui fait qu'au final, je m'en sors plutôt bien. Est-ce que tu as une équipe aujourd'hui autour de toi ou est-ce que tu es plutôt autonome à la fois dans ta préparation physique, mentale? Peut-être même, je sais pas si tu as un podologue, si tu as besoin. Alors, ma femme est podologue, hein, donc si vraiment j'ai besoin, je peux quand même lui demander. Mais non, après, j'ai un coach qui me suit depuis quelques années, qui s'appelle Christophe Mallardet. Là, il est un petit peu connu quoi dans le milieu quand même. Il coach des bons athlètes. Ensuite, je fais partie du team Instinct. Et voilà, j'ai quelques partenaires. Je sais pas si on peut citer des marques, quoi, mais voilà, En tout cas, il n'y a pas de restriction. Le ça ne dira rien. Ouais. Ok, donc ouais, Enfin, je là en crois fait, pas. j'ai un partenaire au niveau de l'alimentation. Ça s'appelle NAC. C'est une marque canadienne. Québécoise. Ouais, québécoise, exactement. Et donc en fait, c'est tout nouveau là pour 2022. Ça sera mon partenaire au niveau diététique. Et voilà. Donc au niveau de mon contrat, j'étais chez Oka là, en 2021 et là c'est en cours on va dire, je suis en phase de négociation. Donc sur 2022 pour l'instant, je peux pas te dire avec quelles chaussures je vais courir, mais voilà. Donc voilà mes partenaires. Mais sinon après en termes d'entraînement, malheureusement, je vais dire c'est que je m'entraîne tout seul en fait parce que j'ai des contraintes horaires au niveau professionnel et j'ai une famille et donc je dois jongler avec tout ça et donc souvent en fait je m'entraîne comme je peux quoi, je cale mes séances en fonction de mes dispos mais souvent c'est
tôt le matin avant d'aller au boulot ou tard le soir. Et bah forcément, ça correspond pas aux horaires. J'aimerais bien, tu vois, m'entraîner des fois dans un club ou quoi, mais les horaires d'entraînement, bah ça colle pas avec Il n'y a pas de les club miens. à 5h30 du matin. Ouais, bah non, c'est bizarre, hein. Putain, il y a C'est personne étonnant, sur ouais. les stades d'athlètes qui font du fractionné le matin, donc bah je m'entraîne tout seul et voilà. Mais de temps en temps, quand ça peut le faire, j'essaye de partager un entraînement avec des potes, quoi. Mais c'est malheureusement trop rare. Sinon, tu peux écouter Course Épique si tu veux pour avoir l'impression d'avoir quelqu'un dans tes oreilles qui t'accompagne. Tout à fait, mais attends, tu crois pas si bien dire, hein, j'écoute souvent des podcasts sur mes sorties longues, hein, ça tient compagnie. Et j'ai mon chien aussi qui me tient compagnie. Donc quand je pars courir avec lui, c'est aussi une forme Dans de un autre registre. compagnie et une forme de motivation aussi. Tu vois, quand des fois le matin, t'as un peu moins envie, mais tu sens que lui, de toute façon, il est toujours prêt, toujours au taquet. Donc c'est mon partenaire d'entraînement aussi. Toutes les sources de motivation sont bonnes à prendre. Merci beaucoup Cédric pour cette introduction. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, ce format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu Cédric? C'est compliqué, ça. Tu vois, j'y réfléchis, mais euh, Tu peux répondre personne, hein, c'est une non, possibilité. non, attends, j'ai réfléchi, je vais te sortir une réponse là. En fait, si j'étais un personnage fictif, tu vois, bah, quand j'étais enfant, il y avait un dessin animé qui me fascinait. C'était Nils Holgersson, donc Mhm. c'est une référence que les moins de 30 ou 40 ans ne pourront pas connaître, mais voilà, en fait, tu vois, c'est un dessin animé que j'adorais regarder quand j'étais petit. Il avait une oie, non, Et c'est ça, dans le dessin animé? ouais, c'est ça. En fait, c'est un petit garçon Je viens de me griller, là, on qui vient de comprendre que j'ai plus de 40 ans. ah putain, c'est bon. Donc en fait, c'est un petit garçon en gros qui au départ fait plein de bêtises et en fait, il va recevoir un sortilège, on va dire, qui va le faire rapetissir et en fait, du coup, il va partir en voyage sur en fait, il va être adopté, on va dire par des oies et donc en fait, il va parcourir le monde sur le dos des oies. Et voilà, ce dessin animé, tu vois, j'en parle souvent à mes enfants aussi, et il a une saveur particulière, tu vois. C'est donc, Et en termes d'empreinte carbone, c'est bien en plus de voyager à dos doigts. ouais, tu vois, c'est clean, c'est écolo, et c'est la belle vie, En quoi. Tu vois, avance tu sur passes son ton temps, temps à Nils. voyager sur le dos d'une oie, et ouais, exactement. Donc ouais, c'est ce petit côté voyage, etc. Ça a dû m'inspirer quand j'étais enfant, donc je vais dire Nils Holgersson. Parfait. Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il? Je pense que je serais un loup. Tu vois, le loup, ça me parle parce qu'en fait, c'est un animal quand même qui est un petit peu solitaire. Donc j'ai des petits côtés comme ça. Moi, des fois j'ai des phases où j'aime bien être seul et m'isoler. Mais en même temps, tu vois, c'est un animal qui a tout le temps besoin de sa meute, qui est fidèle à sa meute. Donc ça me parle ça, tu vois. Moi, j'aime bien à la fois être, ça me dérange pas d'être seul, j'aime bien même. Et ce que j'aime aussi quand je cours longtemps, tu vois, être seul dans la nature, ça me plaît. Mais en même temps, j'ai besoin de ma petite meute autour de moi, ma femme, mes enfants, mes quelques amis. Donc voilà, le loup, c'est un animal qui me ressemble. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration ou d'admiration particulière chez toi? Euh, j'ai jamais été très très fan de qui que ce soit, tu vois. Que ça soit enfant ou adulte, j'ai jamais trop idolâtré qui que ce soit. Après, des sources d'inspiration, bon, il y en a plein en fait. Les sportifs, il y en a plein. Actuellement, moi, il y a un sportif que j'aime bien, tu vois, c'est Emilia Jacquelin. Et parce que j'aime bien sa personnalité. Bon, déjà, c'est un vrai sportif, quoi. Maintenant que je fais du ski de fond, je me rends compte que c'est vraiment un sport de dingue. C'est vraiment très très dur. Donc évidemment qu'au niveau sportif c'est énorme, mais j'aime bien sa personnalité parce que c'est pas un gars qui est trop lisse en fait. J'aime bien ses personnalités comme ça. C'est un gars qui se donne à fond, qui exprime ses émotions et qui des fois passe au travers de ses courses et tu vois mais tu sens qu'il vit son sport et que voilà il simule pas, il donne tout. Si ça marche pas, mais voilà j'aime bien sa personnalité. Et, euh, et je trouve que c'est ce genre de personnages qui font vivre le sport, quoi. Donc, dans le trail, c'est pareil. J'aime bien, moi, les coureurs qui sont pas trop lisses, quoi,
j'aime bien les Américains, tu vois, Zach Miller, ce genre de choses, ce genre de personnage. Flamboyant. Voilà, exactement. Tout feu, tout flamme. Tu sens que quand le Zach, là, quand il prend le départ d'une course, bah, il se donne à 100%. Malheureusement pour lui, 3 fois sur 4, ça va dégoûter, il va sauter parce que c'est de la gestion, c'est pas son truc. Mais voilà, je trouve que c'est ce genre de sportif qui me plaisent dans le sport et qui rendent le truc vivant et vibrant, et voilà, ça me plaît. T'es plus McEnroe que Villander, quoi. Ah ouais, bah ouais, d'ailleurs, très bonne référence, tu vois, quand j'étais enfant et que je jouais au tennis, bah lui, pour le coup, c'était ma référence absolue, c'était McEnroe. J'étais fan avec mon frère, on adorait ce joueur, quoi, quand on regardait les matchs. Tu vois, lui, quand il jouait contre Lendl, par exemple, c'était voilà, le feu et la glace, quoi. Donc et ouais, carrément, ça, tu vois, j'y avais pas pensé, mais ça, c'est une très bonne référence. McEnroe, je suis fan. Tu pourras le dire si on fait un épisode ensemble dans 2-3 ans, tu auras la possibilité de redire McEnroe. Ouais, tout à fait. J'espère que j'aurai changé de question dans 2-3 ans, ceci dit. Merci Cédric, on va passer désormais à la présentation de ta course épique, donc le Thailand by UTMB. Donc le Thailand by UTMB fait partie de l'Ultra Trail World Tour et a pour objectif affiché de devenir la référence des courses de la région Asie-Pacifique. Organisé à la fin de la saison des pluies, donc 5 distances sont proposées aux coureurs, le 170 km, le classique 100 miles, le 100 km, ou 110 en l'occurrence pour toi, 54 km, 23 km et enfin 10 km, et tous détiennent le nom de la montagne sur laquelle elles sont parcourues, le Doi Inthanon. Doi Inthanon, dans le nord de la province de Chiang Mai, c'est aussi l'un des parcs nationaux les plus populaires de Thaïlande. Il fait partie de la chaîne de montagnes de l'Himalaya où les coureurs profitent de températures fraîches dans de magnifiques forêts tropicales et humides. Je suis déjà en train de voyager là, je suis déjà à moitié au milieu de l'Himalaya. Moi aussi, je repars. Cette montagne, elle porte... Cette montagne, elle porte aussi le nom de toit de la Thaïlande, je ne sais pas si tu le savais. Ouais. Donc ce parcours, il met en valeur la biodiversité locale et puis une montée progressive de 400 à 2500 mètres d'altitude, donc il y a quand même du D+. Et les coureurs y découvrent le mode de vie paisible des peuples nomades, donc les Hmong, les Paganyo et les tribus caréniques que tu dois connaître sur le bout des doigts, mais aussi les vues impressionnantes sur les rizières en terrasse ainsi que les fermes montagnardes pittoresques. Bref, il y a de quoi s'en mettre plein les yeux, j'ai l'impression. Et donc la première édition de cette Thailand by UTMB a eu lieu en octobre 2020, en pleine pandémie, donc les frontières étaient alors fermées sur l'international. Et donc voilà, cette première édition a été couronnée de succès et les coureurs thaïlandais l'ont massivement adoptée. Suite à l'assouplissement des restrictions pour se rendre en Thaïlande, de nombreux athlètes se sont donc donné rendez-vous sur la ligne de départ de la deuxième édition de la course en décembre dernier. Et c'est donc sur cette course que tu étais inscrit, Cédric, et donc sur le format 110 km pour 5480 mètres de dénivelé positif à boucler dans un délai maximum de 30 heures. Ouais. Voilà pour cette rapide présentation. J'ai tout bon, tout y est. Ouais, on dirait que t'es pas mal. Le décor est planté. Ouais. Et ben maintenant, on va pouvoir s'amuser et peut-être rigoler avec la question qui pique. Donc, c'est le moment un peu délicat de l'épisode où je vais te poser une question qui chatouille un peu. Aujourd'hui, ça va être un vrai faux qui va être non pas consacré à la géographie ou à la situation politique en Thaïlande, mais à un personnage de cinéma célèbre dont certains épisodes de la franchise ont été tournés en Thaïlande. Alors, c'est pas tout de suite la question qui pique là, à ce moment-là, mais je vais quand même te donner quelques infos sur ce personnage qui est exagérément musclé. Et quand il est pas content, il noue un bandeau rouge autour de sa tête. Est-ce que tu vois de qui je parle? Oh là, non, pas du tout. Il a une mitraillette dans la main souvent. C'est John Rambo. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors là, ça fait pas partie de ma filmographie super connue, mais ouais, non, je suis pas super fan. Je connais évidemment, mais alors là, putain, c'est John Rambo, je l'avais pas la référence. Excuse. Bon, on va en tout cas te tester sur Rambo, puisque la plupart des épisodes de la franchise ont été tournés en Thaïlande. Ok. Première question, donc vrai ou faux? C'est assez facile, une chance sur deux. Steve McQueen, Paul Newman, Clint Eastwood, Al Pacino, De Niro, Nick Nolte, Travolta et Dustin Hoffman ont refusé le rôle de Rambo avant que Stallone ne l'accepte. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Bon, je dirais non, faux. Eh ben pourtant c'est vrai. Finalement, il a été recruté lorsque le réalisateur lui a offert le rôle, mais donc il arrivait quand même au bout de la liste, et c'est en partie en raison de sa popularité dans la franchise Rocky. Et au départ, il a refusé Stallone parce qu'il estimait que le rôle était passé justement par les mains de trop d'acteurs qui avaient refusé et que le film ne serait probablement jamais tourné, donc il n'y croyait pas vraiment. Et il s'est finalement engagé dans la proposition et dans le rôle quand on lui a laissé la possibilité de réécrire le scénario pour rendre le personnage de Rambo un peu plus sympathique que ce qu'il était dans le bouquin, visiblement. Puis on peut aussi imaginer que le salaire de 3,5 millions de dollars qu'on lui a proposé ont peut-être aidé aussi à infléchir sa décision de participer à ce film et de prendre le rôle. Ouais, surtout quand je pense aux acteurs que tu viens de me citer, j'ai du mal à les imaginer dans le rôle. Quand tu imagines un Dustin Hoffman en Rambo, ça aurait John pas été le même. Travolta aussi, ça aurait été étonnant. Ouais, Travolta aussi. Un Rambo qui danse le disco.
Deuxième question de ce vrai-faux. Rambo ne tue vraiment personne dans Rambo 1. Est-ce que c'est possible, ça? Ouais, je l'ai pas vu, mais je dirais c'est faux, c'est pas possible. Bah, Cédric, on est à 0/2, mais c'est pas grave, mais c'est compliqué en même temps. Mince. Non, en fait, il a effectivement la réputation de Rambo de tirer avant de poser les questions, mais Ouais. dans le premier épisode, il tue littéralement personne. Par contre, il les blesse gravement, donc la nuance est quand même très, très subtile, mais finalement, il y a pas de mort à déplorer, en tout cas, de la part du fusil de Rambo dans le premier épisode de la série. Ah, Rambo pacifiste alors. D'accord. Exactement. Ok. Dernière question, et là je suis sûr que tu vas te refaire à la cerise sur celle-là. Stallone a refusé de mettre en place un entraînement physique spécifique pour se maintenir en forme sur le deuxième volet de la série. Il voulait pas en entendre parler et juste capitaliser sur son patrimoine. Mhm. Ça, c'est vrai ou faux? Bah, allez, je vais dire vrai. Eh bien, c'est faux. Oh là là, c'est terrible. Figure-toi qu'il s'est entraîné pendant 8 mois avant le démarrage du tournage, qui était en 1984, mais en fait, il a maintenu aussi un rythme très strict pendant le tournage, puisqu'il démarrait ses journées par une séance d'entraînement matinale de 2 à 3 heures. Ensuite, il faisait sa journée de tournage qui durait 10 à 12 heures. Et à la fin de la journée de tournage, au lieu de rentrer à l'hôtel comme la plupart de l'équipe technique et des acteurs, il se refaisait une autre séance d'entraînement de 2 à 3 heures. Donc voilà, il dormait 6 heures et puis il repartait le lendemain pour tourner pour une journée entière. Donc c'était quand même un cycle Ah ouais. assez haletant. Bon, respect à lui. Bon, ça s'est pas passé exactement comme prévu, Non, pas vraiment, là. Tu vois, là, tu me mets mal à l'aise, là. Tu vois, j'ai été bidon, là. mais ça n'a aucune importance. Parce que comme Ouf. dirait Rambo, pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Donc peut-être que pour survivre à la question qui pique, il faut devenir la question qui pique. C'est une question très philosophique sur laquelle Ah ouais. je te laisse réfléchir, sur lequel moi j'ai pas précisément d'idée ou pas. Est-ce qu'il faut devenir la question qui pique dans la vie? Je sais pas. En tout cas, ce qui est important, je pense, pour nous et surtout pour nos auditeurs, c'est que maintenant on parle de ta course épique. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à ce Thailand by UTMB il y a quelques mois maintenant? Ouais, donc bah ça a été complètement imprévu, c'est-à-dire que en fait initialement mon programme de course, ma saison de trail devait s'arrêter après Madère, après le Mute, et en fait j'ai été contacté par l'organisation même pas un mois avant le départ, 3 semaines avant le départ, et donc, ça a été une opportunité auquel je m'attendais pas, évidemment, une proposition complètement inattendue. Et donc, je me suis accordé quand même quelques jours de réflexion avec mon épouse. Et au final, l'opportunité était vraiment trop belle et trop difficile à refuser. Donc, même si physiquement, j'étais pas sûr de pouvoir m'y présenter dans un état digne d'un ultra, la perspective de découvrir ce pays et de participer à cette course m'a motivé à y aller. Donc voilà. Donc en fait, ça a changé complètement les plans de ma fin de saison. Je me suis beaucoup reposé, on va dire, entre Madère et la Thaïlande, en espérant que ça soit suffisant pour recharger un peu les batteries. Et voilà. Et donc je me suis organisé avec ma petite famille pour pouvoir partir. C'est une dizaine de jours sur cet événement. On l'a compris, donc cette course, elle s'est un peu placée de façon inattendue dans ton calendrier annuel. Est-ce que c'est pour toi, en quelque sorte, enfin, un peu frustrant de ne pas pouvoir mettre en œuvre de plan de préparation comme tu le ferais en temps normal, ou de te dire que tu n'es peut-être pas à un pic de forme pour ce rendez-vous, ou est-ce que c'est juste le plaisir de dire que tu vas vivre cette expérience un peu inattendue, justement, et aller explorer des nouvelles contrées? Est-ce que c'est quand même ça qui prend le dessus? Dans un premier temps, ouais, effectivement, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien me présenter sur une course en ayant la sensation que je me suis préparé au mieux. Donc là, c'était plutôt l'inquiétude qui était de mise. Donc ça, effectivement, ça avait un petit côté frustrant, mais en même temps, rapidement, en fait, je me suis dit, c'est une opportunité qui se représentera peut-être jamais. Et donc, j'ai préféré me mettre vraiment en mode plaisir et chanceux. Donc, c'est une course que j'ai abordé vraiment en me disant c'est vraiment que du bonus. Et j'y suis vraiment allé pour cette opportunité, pour découvrir ça et sans objectif pour le coup de performance. Donc finalement, je me suis présenté là-bas super détendu et juste heureux d'y être quoi. Donc je pense que c'est aussi ça qui a contribué à ce que la course se passe bien, c'est que j'étais conscient de cette chance que j'avais d'être là et ça
c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler des jours qui ont précédé la course, puisque tu l'as dit, tu as passé une dizaine de jours sur place. Finalement, c'était une course, mais c'était au-delà de ça quand même. Ça s'inscrivait dans une expérience un peu plus globale, au cours de laquelle tu as multiplié les rencontres, les découvertes. Tu as vécu d'autres choses que le simple plaisir de la course. Ouais. Donc en fait, c'est ça aussi qui m'excitait dans ce voyage. C'est que j'y allais pas juste pour mettre un dossard, courir et rentrer. C'est qu'en fait, effectivement, l'organisation avait fait les choses bien et donc avait convié là tous les athlètes invités une semaine avant le départ de la course. Et donc ils nous ont fait visiter dans un premier temps Bangkok. On est resté 3 jours sur place. Donc visite de la ville, des temples. En même temps, on allait courir dans les parcs avec des coureurs locaux. Donc ça, c'était sympa. Après, on a eu aussi des dîners, des après-midi officiels, on va dire, où on est allé au ministère des Sports. Il y avait plein de télé, plein de journalistes, donc ça c'était quand même assez particulier, assez nouveau pour moi. Donc après ces quelques jours à Bangkok, on est parti dans le nord de la Thaïlande, donc plus près du site de la course. Et donc là, on a changé complètement d'environnement et donc on a découvert cette fameuse jungle et donc voilà, ça c'était vraiment top. Le seul le seul point négatif, on va dire, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me faire au décalage horaire et euh, et donc ça a été quand même assez difficile, c'est-à-dire que euh, les nuits je dormais en gros 1 heure ou 2 et voilà, j'arrivais pas à dormir plus en fait. Donc les 2-3 premières nuits, tu te dis bon bah c'est pas grave, à un moment bah le corps il va être épuisé, donc il y a un moment où la nuit suivante tu vas réussir à dormir. Et en fait bah non, ça ne l'est pas. Donc en fait au fur et à mesure j'ai accumulé quand même pas mal de fatigue. Donc ça, on va dire que ça a été le petit point d'inquiétude quand même avant la course. C'est que voyant que je commençais vraiment à accumuler une dette de sommeil conséquente, je savais pas trop ce que ça allait avoir comme répercussion sur mon organisme le jour de la course. Donc voilà, l'inconnu, ça a été le seul petit truc qui a été difficile à vivre. Donc, mais pour le reste, non, les jours d'avant la course ont vraiment été top. Est-ce que tu as eu l'occasion d'étudier un peu de près le parcours? Est-ce que sur le papier, tu as l'intuition que c'est un parcours qui te va bien? Euh, En fait, la seule chose qu'on a entre guillemets reconnu, c'est le 2 jours avant la course, on est allé juste marcher sur le sommet là, de la course, le Doi Inthanon. C'est le point culminant de la course, la dernière ascension de la course. Et donc là, on a eu un petit aperçu effectivement de l'environnement, quoi, de la jungle. Et là, ça m'a mis quand même un petit coup de stress, c'est-à-dire que les 2 footings qu'on a fait dans la jungle, là tu te rends compte que c'est quand même assez particulier, qu'il va falloir composer avec ce terrain qui est évidemment complètement différent de ce qu'on peut rencontrer dans nos montagnes françaises ou même européennes. Et donc ça m'a mis quand même une petite appréhension, mais comme je t'ai dit en fait, en même temps j'étais pas tant stressé que ça, quoi. Donc j'ai même pas cherché à me dire est-ce que ça va me correspondre ou pas. Après, j'étais, en fait, on va dire ce qui me stressait, le seul truc qui aurait pu me stresser, c'était les conditions météo, parce que j'avais vu des vidéos de l'édition précédente où là, pour le coup, il s'était pris des trompes d'eau et du coup, bah, la jungle sous des trompes d'eau, franchement, ça avait l'air vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il courait dans des rivières d'eau, ça ravinait dans tous les sens. Ça avait l'air d'être une énorme galère. Donc ça, en fait, quand j'ai vu en gros que les prévisions météo nous annonçaient une journée sèche, bah là, c'était vraiment ma principale appréhension. Donc pour le reste, après, j'étais en mode, bah, on verra bien ce qui m'attend et puis prendre du plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de la start list? Est-ce que tu as une idée du niveau global de performance du plateau et puis notamment des coureurs locaux? Alors en fait, quand on a fait la conférence de presse, là j'ai rencontré en fait le coureur thaïlandais là du team North Face.
Je pourrais pas trop te dire son nom parce qu'en Thaïlande ils ont des noms à rallonge, mais c'est assez compliqué. Moi, je pourrais te le dire tout à Cool. l'heure. Ça va me prendre une vingtaine de secondes pour le dire, mais je prendrai ces 20 Bon, je peux secondes. juste te dire que son surnom c'est Jay, mais pour le reste, je passe mon tour. Donc en fait, clairement, c'était lui qui était annoncé comme le favori, bien que sa cote ITRA était pas monstrueuse. Mais en gros, quand tu regardes son palmarès, toutes les courses thaïlandaises, bah il les gagne. Hein. Donc et là pour le coup, quand j'en discutais avec lui pendant la course, bah c'est vraiment la région de Thaïlande où il vit. C'est-à-dire qu'on est même passé par son village. Donc clairement, lui, il était là pour gagner. Il voulait gagner cette course. Après, sur le papier, il y avait aussi, un coureur américain. C'était lui qui était en termes de cote ITRA, c'était lui le grand favori. Mais il a passé les jours d'avant avec nous et en fait, il revenait de blessure et physiquement, je sentais qu'il était quand même pas très serein. Et ce qui va être le cas, c'est-à-dire Ça s'est qu'en fait, vérifié. il va abandonner quoi assez rapidement, je crois au bout du 30e kilomètre. Donc voilà, sur le papier, théoriquement, ça aurait dû être lui le favori, mais en fait, enfin voilà, je savais très bien qu'en gros, ça allait être le Thaïlandais qui allait jouer devant quoi. Donc en plus, je sais pas si c'était du bluff, mais quand je l'ai vu les jours précédents, enfin, il affichait une sérénité, une confiance assez énorme. Et par contre, ouais, pour l'anecdote, j'ai bien fait de pas l'écouter parce qu'en fait, justement, je lui ai posé des questions sur le parcours qu'il connaissait comme sa poche. Et donc, d'un coup, je lui demande si lui, il va partir avec des bâtons. Et donc, il me dit non, non, mais pas besoin. En fait, ça se court beaucoup. Et de toute façon, quand ça monte, bah, c'est tellement pentu que de toute façon, t'as pas besoin des bâtons. Il vaut mieux te servir de tes mains pour t'accrocher partout. Donc, il m'a fait douter, mais du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre les bâtons parce que j'ai l'habitude de courir avec. Et franchement, je suis content de les avoir pris. Et pendant la course, quand je le voyais sans les bâtons, j'étais quand même assez impressionné à la fois en montée, en descente. Le mec, comme il était agile dans cet environnement. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est le... Donc, il t'avait pas menti pour lui prendre ses Non, bâtons et non, que toi tu les aies pas. C'est lui vraiment, il les utilisait pas. il ne les a pas pris, mais pour le coup, moi, je les ai pris et je suis content de les avoir pris. Donc voilà. S'il te demandait si t'avais pris les bâtons, tu lui répondais j'ai. Belle. On est le 11 décembre 2021, 8h du matin. Ça y est, c'est le moment du grand départ. Est-ce que tu peux nous parler de ce tout début de course et du rythme qui est imprimé d'emblée assez fortement par les coureurs locaux? Tu nous disais tout à l'heure que toi, tu es plutôt un métronome et que tu regardes un peu les coureurs s'essouffler au fil de la course et tu remontes dans le rang comme ça. Là, finalement, c'est un peu contre nature pour toi, ce début de course? Ouais, complètement. De toute façon, je m'y attendais et ça s'est vérifié, c'est-à-dire que le départ, c'était drôle. C'est que là, les trois coureurs thaïlandais, je les vois partir, mais direct à une vitesse impressionnante, quoi. Tu vois, t'as l'impression qu'ils partent pour un 10 kilomètres. Donc, direct, je les vois s'éloigner très rapidement de mon champ de vision. Mais pour le coup, en fait, bah, contrairement effectivement à ce que je t'ai dit, j'ai essayé de me faire un peu violence, on va dire. Et j'ai pris un départ quand même assez rapide par rapport, on va dire, à mes habitudes. Donc, je suis parti assez vite. J'ai senti que les jambes répondaient bien au départ. Donc, je me suis dit, tant que ça passe, on va continuer, on va essayer de conserver un rythme assez rapide. Et donc, finalement, franchement, le début de course a été plus rapide que ce que je m'étais imaginé. Après, dans tous les cas, vu que j'avais pas d'assistance, et enfin, je savais tellement pas dans quoi je me lançais, je m'étais pas prévu de tableau de marche, de plan de course. Donc je peux pas te dire si, enfin, j'étais pas ni en avance ni en retard sur ce que j'avais prévu, parce que j'avais rien prévu. Mais en tout cas, je sentais que je courais assez vite pour un début de course, pour un ultra. Donc non, non, franchement, les sensations, c'était vraiment bonnes au départ. Tu as été surpris par le décor, tu nous l'as raconté. Est-ce que il te semble aussi plus technique que ce que tu pouvais imaginer? En fait, c'est très variable. C'est-à-dire que tu as vraiment des passages hyper techniques dans la jungle où c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu as des lianes dans tous les sens, tu as des troncs d'arbres couchés au sol. Donc des fois tu dois passer au-dessus, des fois tu dois ramper en dessous. Tu traverses des tonnes de rivières. Donc la première, la deuxième, tu essayes de l'éviter pour pas te mouiller les pieds. Et puis rapidement tu comprends que ça sert à rien de toute façon. Donc tu cours dans les rivières, dans la boue. Mais après, c'est quand même pas non plus tout le temps ultra technique parce que sinon t'avancerais pas.
Donc en fait, c'est une alternance de passages très techniques dans la jungle et après t'as aussi des passages où tu traverses en fait des cultures des rizières, des champs de bananes et où là ça se court quand même beaucoup plus hein, donc en fait en même temps je pense que c'est ça aussi qui fait la difficulté de ce parcours, c'est que le terrain est changeant en permanence et donc faut t'adapter en permanence et musculairement je pense que c'est aussi quelque chose qui t'impacte pas mal quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dois courir et des moments où d'un coup tu te retrouves face à des murs de dingue où ça monte où ça descend de façon très verticale. Donc en fait c'est très changeant comme terrain. Tes 30 premiers kilomètres de course, ils se passent donc plutôt sereinement, on l'a compris, et tu t'émerveilles de ce que tu as la chance de vivre et de voir autour de toi. Arrive ensuite le ravito du kilomètre 30, c'est l'occasion pour toi de faire un petit point classement et puis de préciser aussi un peu tes ambitions dans un contexte où la chaleur, avec le jour qui se lève, commence un peu à faire des siennes. Ouais, en effet, ouais, c'est vrai que ces 30 premiers kilomètres, ils vont vraiment défiler assez vite parce que enfin tu vois, je suis en mode découverte quand tu cours les yeux grands ouverts et limite t'as l'impression que tu cours dans un film quoi. Donc alors, j'étais là à profiter des lieux, profiter de l'ambiance, tu cours en fait vraiment au contact de la population. Ça c'est vraiment quelque chose qui aura été vraiment génial sur tout le long de la course, c'est que il n'y a pas des spectateurs à proprement parler enfin, qui sont là pour la course. Mais par contre, tu cours au milieu des villages, tu traverses des champs où il y a les gens qui sont en train de travailler leur culture. Et donc, il y a des enfants qui sont au milieu. Donc, en fait, tu cours au contact de la population plus qu'au niveau des spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs à proprement parler, si ce n'est sur le ravito où tu as quelques personnes. Mais sinon, voilà, c'est une course où tu vis, t'as l'impression de vivre au milieu des locaux. Donc ouais, ces 30 premiers kilomètres, en fait, ils vont passer super vite et les sensations sont là, le plaisir est là, donc je me pose pas de questions, je cours. Et effectivement, j'arrive au 30e kilomètre et là, je commence à avoir une idée du classement. Donc ça c'est pareil, ça te met un boost parce que tu te dis c'est bon, je suis au contact, donc ça va peut-être être une belle journée. Donc ça continue à te mettre une bonne motivation. Mais effectivement, il y a la chaleur qui commence à se faire bien ressentir et l'humidité surtout. En fait, c'est hyper humide comme climat. Donc moi qui bois pas beaucoup d'ordinaire, là je me rends compte qu'en fait il faut vachement boire. Heureusement, il y a quand même pas mal de ravitaux. T'as des ravitaux à peu près tous les 10 kilomètres, ce qui sur le papier au départ me paraissait complètement excessif. Et en réalité, compte tenu des conditions climatiques, c'était nécessaire parce que il faut bien boire quoi. Tu es à ce moment-là en deuxième place, donc tu nous l'as dit, la course passait très bien, mais tu es à quelques encablures du premier. Enfin, tu sais pas précisément à quelle distance, mais en tout cas, il est pas loin. Tu décides de partir en chasse de Jay, donc. Est-ce que tu peux nous parler de cette offensive et du moment où tu fais la jonction? Ouais, en fait, effectivement, j'ai aucune idée des écarts, mais en gros, on me dit il est pas trop loin. Donc en fait, je me dis allez, je continue à pousser, j'accélère et là, je commence quand même un petit peu à accuser le coup. Donc petit coup de mou, petit coup de moins bien, tu commences à te poser un peu de questions. Et donc là, alors que je suis dans cet état un peu de moins bien, là pour le coup, on est sur une sorte de piste forestière. Et qui je vois au loin? Le Jay. Donc là, d'un coup, je le vois au loin en train de marcher. Donc là, forcément, tu te dis, oh, mais ça y est, c'est bon, là, je le rattrape, il est cuit. La première place, elle est pour moi. Donc en fait, je le rattrape, je reviens au contact. Et là, je te dis, dans ma tête, j'imagine qu'il est cramé. Mais en réalité, c'est pas ça du tout qui va se passer. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, en fait, lui, je pense que c'est pareil. Ça lui remet un coup de pied aux fesses et donc là pendant quelques kilomètres en fait on va s'attaquer mutuellement chacun son tour. Donc c'est un coup je pars devant, il me rattrape, il repart devant. Donc lui en fait il a une façon de courir qui est assez étrange, assez déstabilisante. C'est-à-dire que voilà, il est capable d'un coup de donner l'impression qu'il est fichu. Et d'un coup, 5 minutes après, il va trop balancer une grosse accélération et repartir. Et donc voilà, c'est assez étonnant comme façon de courir. Mais en même temps, tu vois, t'es dans le jeu, quoi. Donc, les kilomètres passent assez vite
Et voilà, l'issue à ce moment-là est complètement incertaine. Au départ du ravito du 50e, donc je fais un petit saut dans le temps. Et pour les 40 km suivants, vous continuez donc à faire route commune et à vous suivre et à vous dépasser mutuellement. C'est le moment où tu commences à mesurer aussi pleinement le niveau de notoriété de Jay sur le bord de la route. Ouais, en fait, c'est assez énorme. C'est que effectivement, à partir du 50e kilomètre, en fait, là, on va courir vraiment ensemble. Euh, et en fait, on rejoint les autres courses à plus courte distance. Et donc, en fait, je me rends compte que tous les coureurs, en fait, le reconnaissent, le soutiennent, et en fait, sont à fond derrière lui. Pareil, quand tu passes dans des villages, bah, tout le monde le connaît. Ce qui est rigolo, c'est que l'organisation avait mis en place en fait un système de suivi en live avec des caméramans qui suivaient la tête de course. Et donc pareil, tous les gars qui étaient là à nous suivre, bah, tout le monde le soutenait et je les voyais bien. D'ailleurs, ils discutaient ensemble. Évidemment, en thaïlandais, je comprenais strictement rien, donc je sais pas trop ce qui se racontait. Mais ouais, en fait, ce qui va être sympa, c'est que bien que les coureurs étaient complètement à fond derrière lui, mais en fait, je bénéficiais, on va dire, de cette effervescence. Donc c'est beaucoup plus sympa de traverser les kilomètres dans cette ambiance que d'être seul dans ta course. Donc ouais, c'était vraiment très particulier. Et donc même nous, entre lui et moi, en fait, on va aussi pas mal discuter pendant la course. Donc ouais, c'était un bon moment. Ton heure de célébrité en Thaïlande, ton moment de gloire. Ouais, on peut dire ça. On va dire que je suis passé Indirectement. beaucoup à la télé pendant le suivi live, mais bon, la célébrité, c'était lui, c'était pas moi pour le coup. En tout cas, il y avait le plaisir pour les gens autour de la route de vous voir évoluer et de vous livrer cette bataille. Ouais, complètement. Ouais, c'était vraiment très très sympa de voir que cette ambiance autour de nous. Tu connais un deuxième coup de moins bien au 80e kilomètre. Là, c'est le moment où je vais donc dire le nom intégral de Jay. C'est Jantarabun Kyongchai Paifana. Voilà. Et lui aussi, Voilà. donc, Jay connaît un petit coup de moins bien à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que tu as ressenti au 80e? En fait, au 80e, j'ai senti que là, physiquement, il commençait à se passer quelque chose, que mes quadriceps commençaient vraiment à être en souffrance. Et donc, en fait, on arrive à un ravitaillement et je sais que derrière, en fait, il y a une longue section descendante. Donc, c'est en gros, tu as 10 kilomètres quasiment que sur du profil descendant. Et donc là, en fait, je sens que j'essaie de le cacher, histoire de pas montrer à Jay que je commence à décliner. Mais je sens que là, musculairement, si ça commence à être difficile. C'est-à-dire que en montée, ça passe encore, mais là, en descente, je commence vraiment à avoir les jambes douloureuses. Donc, euh, donc là, ça devient un peu compliqué. Après, lui, inversement, tu vois, sur toutes les parties montantes, j'ai l'impression que je suis au-dessus de lui, quoi. Donc c'est ce qui me continue à me faire espérer, bien que je vois que physiquement ça commence à être difficile. Mais en fait, connaissant le profil de la course, je sais qu'à la fin il y a une dernière ascension de 1300 mètres de dénivelé positif, où là à ce moment-là, je me dis bon, si je passe ces 10 kilomètres descendants sans me faire distancer, je m'imagine à ce moment-là que dans la montée je vais pouvoir faire la différence. Donc je m'accroche en fait sur cette descente, mais ouais, c'est là ça commence à être dur, quoi. La nuit commence à arriver et puis la course va connaître aussi un tournant au niveau du ravitaillement du 90e kilomètre. Est-ce que tu peux nous parler de cette pause qui a été contrariée pour toi à la fois avec des soucis personnels et puis tu as aussi un peu souffert de l'absence d'assistance. Tu nous as dit que tu n'étais pas assisté, ce qui n'est pas le cas évidemment de Jay qui a une équipe autour de lui. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment clé de la course? Ouais, en effet, parce que c'est vrai que par contre, oui, en plus de mes jambes qui commençaient à être cuites, ce qui se passe, c'est que je commençais à avoir mal au bide là dans cette longue descente. Donc ça aussi, ça commence à m'inquiéter. Donc en fait, on arrive à ce fameux ravitaillement du 90e kilomètre. Et bah là, forcément, le bide que je suis obligé m'oblige à un arrêt toilette, on va dire. Donc j'arrive au ravito, je trace direct aux toilettes. Et donc quand je ressors des toilettes, je vois que lui, bah, son assistance finit de le ravitailler. Donc bah, la stratégie, c'est d'essayer de pas perdre le contact. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que n'ayant pas d'assistance, je vais me faire un ravitaillement raté, on va dire.
C'est-à-dire que je vais effectivement remplir mes flasques, mais par contre, au niveau alimentation, la seule chose que j'ai le temps de prendre, c'est trois petits bouts de banane et on repart direct pour attaquer cette dernière ascension. Et ça, c'est ce qui va être complètement rédhibitoire et ce qui va m'être fatal, c'est qu'en fait cette ascension, comme je te disais, qui fait à peu près 1200 1300 mètres de dénivelé positif dans la jungle, donc là hyper pentu, là où dans ma tête ma stratégie, je m'étais imaginé placer une accélération, il va se passer exactement l'inverse, c'est que je vais me prendre une grosse hypoglycémie dès le début de la montée, quoi, au bout de 200 mètres de D+. Et là, je gobe mes 3 bouts de banane, mais en fait, c'est clairement insuffisant parce que j'ai rien d'autre pour m'alimenter. Dans mes flasques, j'ai juste de l'eau, même pas de la boisson énergétique. Et donc là, en fait, cette hypoglycémie, je vais jamais m'en remettre. Et donc, à ce moment-là, c'est la fin pour moi. C'est-à-dire que je vais décliner. Et du coup, lui, évidemment, il se rend compte que j'avance plus. Et donc, lui, il place je sais même pas s'il place une accélération ou si juste c'est moi qui avance plus. Mais toujours est-il que je le vois partir et que l'écart va se creuser très très vite. Et en plus, je suis dans la jungle, tu vois, donc je peux même pas me dire j'essaie de voir sa frontale parce que de toute façon tu vois plus rien, quoi. Donc là, mentalement, j'ai lâché l'affaire parce que de toute façon je pouvais plus, quoi. Donc j'avais beau essayer de me forcer, c'était pas possible, quoi. La machine était vide et plus de carburant, donc là, l'ascension, elle va être très 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 longue. Donc voilà, je suis en mode, il faut arriver jusqu'au sommet parce qu'au sommet, je sais qu'il y a un ravitaillement, le dernier. Et mais de toute façon, voilà, je comprends à ce moment-là que la course elle est pliée, quoi. Donc je fais une croix sur mes rêves de victoire. Tu passes donc par la case ravito au sommet qui va être très bénéfique et tu te relances pour la dernière descente de 10 km. Est-ce que tu es serein sur ta capacité à préserver ta deuxième place ? Alors très bénéfique, je serais pas, je dirais pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, elle va être bénéfique mentalement parce que à ce moment-là, je bouffe tout ce qui me passe sous la main, à coups de coca et de riz. Mais en fait, je suis pas inquiet à ce moment-là parce que au moment du ravito du 90e, l'équipe de Jay, lui, il était informé des écarts et donc je lui posais la question. Et à ce moment-là, il me dit, le troisième est super loin. Donc j'ai conscience que j'ai fait une montée pourrie, quoi, avec mon hypoglycémie. Mais dans ma tête, je m'imagine que je suis confort, quoi. Donc déjà au ravito, je vais y rester quand même assez longtemps, on va dire. Et et ensuite, c'est quasiment c'est pas quasiment, c'est que de la descente pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc là musculairement je suis détruit, donc là la descente je vais la faire en mode papy, quoi. Donc je descends vraiment à 2 à l'heure, mais voilà, donc à ce moment-là je descends vraiment lentement, mais juste en me disant, je pense même pas au troisième parce que je l'imagine très loin. Je me dis juste c'est cool, je suis content, je vais faire deuxième, voilà, j'attends juste l'arrivée. Et je descends tant bien que mal. En plus, la dernière descente, elle est quand même encore une fois particulièrement difficile. C'est que on se retrouve encore dans cette fameuse jungle et la descente, elle est hyper pentue. Je me mets 2-3 gamelles encore bien sympathiques qui finissent de me calmer. Donc là, je descends vraiment très doucement et voilà, pensant que je vais finir sereinement et arriver paisiblement sur la ligne. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'enfin, à 1 kilomètre de l'arrivée, j'arrive sur enfin, c'est même pas du bitume, mais bon, sur des chemins propres. Là, t'entends la musique au loin, donc tu te dis, ça y est, c'est tout bon. Donc, je fais mon petit footing lent, en pensant déjà à cette fameuse ligne d'arrivée. Et là, d'un coup, je vois une frontale qui m'arrive dans le dos et qui arrive pleine balle. Et là, d'un coup, la frontale, elle arrive sur moi, quoi. Et là, je comprends qu'en fait, c'est le troisième et que, il va falloir tenter de préserver la deuxième place tant bien que mal. Donc là, en fait, les 500 derniers mètres, je vais vraiment essayer de m'arracher.
bon, je peux pas te dire que j'ai couru très vite parce que après 110 bornes, je cours pas très vite, mais en tout cas, je vais vraiment donner tout ce qui me reste. Et donc finalement, je vais réussir à préserver ma deuxième place pour, je crois, je sais même 3 ou 4 secondes, quoi. Mais ouais, Mais c'est un coup de chaud dont tu te serais bien passé en tout cas. Complètement, ouais. Là, franchement, quand j'ai vu cette frontale, d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Et donc, ouais, ça m'a vraiment obligé à me déchirer sur la fin, chose que je déteste faire. Mais là, c'était la condition sine qua non pour sauver cette deuxième place. Donc, du coup, ça m'a encore plus fait finir, on va dire, sur une note positive. C'est que déjà, j'étais content d'être deuxième, mais là, du coup, j'avais la sensation quand même d'avoir préservé cette deuxième place in extremis. Donc ouais, j'étais content que ça se termine. Tu conclus ces 110 km et donc préserves ta deuxième place après 14 heures et 53 minutes d'effort, soit 21 minutes derrière le vainqueur Jay. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée? Est-ce qu'il y a ce moment de joie, tu nous l'as dit, et puis cette petite montée d'adrénaline de ces dernières centaines de mètres, mais est-ce qu'il y a malgré tout un peu de frustration, ou est-ce que tu refais un peu le scénario en te disant que peut-être un peu mieux entouré, ou si tu avais pu t'alimenter raisonnablement au 90e kilomètre, peut-être que l'issue aurait été différente, ou est-ce que tu réécris pas tellement l'histoire? Comme je t'ai dit, en fait, là, pour le coup, j'ai vraiment au moment où je franchis la course, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai sauvé cette deuxième place. La satisfaction, une deuxième place, c'était quand même, dans tous les cas, c'est un bon résultat. Après, évidemment que si j'avais eu la même assistance que Jay sur les différents ravitaillements, ça serait passé différemment. Après, franchement, peut-être qu'il aurait quand même gagné, peut-être qu'il aurait été meilleur que moi. Ça, on pourra pas refaire l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aurais pas subi cette fin de course de cette façon. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir en tout cas continuer à jouer la gagne un peu plus longtemps que ce qui s'est passé. Donc, le seul regret, il est là. Mais non, franchement, j'ai quand même, quand je finis la course, je suis quand même sur un sentiment de satisfaction, quoi. Donc, l'issue est quand même positive, quoi. Est-ce que ça a été finalement une surprise pour toi de si bien performer sur ce Thaïlande by UTMB qui arrivait un peu à contretemps par rapport à ton calendrier de course? Ouais, clairement, franchement, quand je repense à l'état dans lequel j'étais sur le Mute, là, à Madère, où j'ai fait une sale course, quoi, où j'ai subi du début à la fin, où j'ai fini vraiment dans un sale état, je m'attendais, franchement, comme je t'ai dit, je m'attendais à rien, on va dire, mais ouais, j'ai vécu quand même une bonne journée. Je dis pas que j'ai fait la performance de ma vie, mais franchement, j'ai fait une course solide. Et compte tenu des conditions du terrain, etc. Ouais, franchement, j'étais surpris d'avoir réussi à sortir une course comme ça. Et donc, ouais, encore une fois, franchement, je suis satisfait au moment où je finis cette course, ouais. Le lendemain de la course, ça donne lieu donc à la cérémonie et puis au podium. C'est aussi un moment très fastueux puisque l'organisation visiblement avait décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ouais, franchement, c'est en fait le lendemain de course, il y avait la cérémonie de remise des prix, elle a duré quasiment toute la journée, quoi. Donc c'était encore une fois, c'était vraiment bien, c'était super festif. Il y avait des danseurs, des spectacles de danse traditionnelle thaïlandaise, donc une remise de prix en grande pompe, et ensuite après la remise des prix, il y avait une sorte de banquet de clôture, on va dire. Pareil, avec un spectacle et avec une sorte de barbecue géant qu'ils avaient organisé en extérieur. Et donc, où il y avait tous les politiques thaïlandais, toute l'organisation UTMB, tous les coureurs élites qui étaient là. Donc là, encore une fois, c'était vraiment une super ambiance et vraiment une belle journée, quoi. On a toute la journée, on s'est fait interviewer par des différents médias asiatiques. Donc je sais même pas qui c'est qui m'a interviewé, mais c'était rigolo, c'est que j'ai passé ma journée à répondre à des interviews sans savoir à qui trop je m'adressais. Mais voilà, en fait, en gros, ça a été vraiment une super journée, quoi. Donc ça aussi, ça reste un bon souvenir. Ça a prolongé le bon souvenir de la course. Complètement.
S'il n'y en avait qu'une, question toujours très difficile, mais est-ce qu'il y a une image qui prime aujourd'hui et que tu gardes particulièrement en tête? Tu t'en as mis plein les yeux, mais est-ce qu'il y a une image qui est plus forte aujourd'hui? En fait, ouais, une image, je dirais en fait le sommet de la course quand même, là, le Dointanon. Tu passes un endroit où il y a un temple, où enfin il y a deux temples en fait, un qui est pour le roi et un pour la reine. Donc là, le décor il est juste magnifique. Il y a il y a des jardins somptueux. Tout est super bien illuminé puisqu'on y passe en pleine nuit. Donc on va dire que ça c'est vraiment très très beau. En plus, bah tu sais que quand t'es là, en gros, ça sent bon l'arrivée. Mais en fait, plus qu'une image, c'est plus une ambiance qui reste. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, c'est moi ce que je retiendrai de cette course, c'est que c'est vraiment une course où t'es vraiment au contact de la population. Et ça vraiment, ça m'a marqué. Et franchement, les Thaïlandais, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très chaleureux. Et ce qui m'a vraiment marqué, dont j'ai pas parlé aussi, c'est que c'est des gens en fait qui sont super soucieux et super fiers quand il y a des coureurs étrangers qui sont là, ou fait des étrangers même en général, sans parler de course. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est des gens qui en permanence se soucient de savoir si t'es content d'être en Thaïlande, si tout se passe bien. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. C'est-à-dire que même pendant une course, tu croises un coureur et il va te demander si c'est la première fois que t'es en Thaïlande, il va te demander si ça te plaît la Thaïlande. Et donc ça, c'est quand même super étonnant. C'est le truc que t'imagines pas, que tu peux pas retrouver en Europe. Quand tu es sur une course en Europe, il y a personne qui te demande si t'es content d'être en France et que si la région te plaît, quoi. Donc voilà, c'est plus que des images, j'en ai plein évidemment, mais voilà, cette ambiance, c'est quelque chose qui va rester encore plus, je pense, dans ma tête. Merci beaucoup Cédric d'avoir partagé avec nous ce défi de taille. On va parler maintenant un peu d'avenir. Est-ce que tu as les idées claires sur tes grands rendez-vous de l'année 2022 ou est-ce qu'on a des chances de te croiser? Alors, des idées claires, non, c'est-à-dire que en fait, mon programme est encore assez vague. Là, en fait, le premier gros objectif, c'est le Lavaredo en juin en Italie, puisque voilà, là, je suis encore une fois, je suis content, je vais découvrir un endroit que je connais pas, les Dolomites. Donc, ça va être le premier gros objectif. Après, pour y arriver, en fait, je vais changer ma prépa cette année. C'est contrairement à d'habitude où je fais des courses assez tôt, du volume assez tôt. Bah, cette année, en fait, j'ai envie de profiter un peu de la montagne, donc je vais faire pas mal de ski pendant l'hiver. Et je vais plutôt essayer de faire des courses plus courtes et plus rapides pour travailler en fait mes points faibles. Comme je te disais, je suis pas un gars très rapide, donc bah je sais pas si je suis un peu maso, mais je vais quand même essayer de prendre le départ de course rapide. Donc bah, je vais m'aligner sur une course très montagnarde. Je vais faire l'Eco Trail de Paris au mois de mars. Donc le truc complètement contre nature. J'y serai C'est vrai, tu feras, c'est cool. en bon parisien. Eh ouais, ma dose de verdure, j'irai voir 3 arbres un moment. Voilà, c'est ça. Donc, ben moi, tu vois, je vais aller faire ça. Donc, c'est mon premier dossard. Je vais faire des petites courses avant, mais peut-être. Mais en tout cas, voilà, Eco Trail de Paris. Après, Lavaredo. Entre les deux, je sais pas si je vais réussir à trouver quelque chose. Et ensuite, je sais pas, je me suis pas encore décidé sur l'objectif d'été. Évidemment, j'ai très envie de retourner sur l'UTMB, mais en même temps, j'ai peut-être envie de faire autre chose cette année. Donc voilà, des idées j'en ai plein, des envies j'en ai plein, mais le plus dur c'est de choisir quoi. À ce jour, Et les courses ne manquent pas. ouais, à ce jour je peux pas te dire en fait ma saison encore, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, mais je suis pas inquiet, Tu trouveras ton bonheur. je vais trouver de quoi faire. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous, Cédric, une citation, une devise qui illustrerait ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une phrase à laquelle je pense souvent en course. C'est en fait la devise, c'est si tu as envie d'abandonner, souviens-toi ce qui t'a fait commencer. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est, enfin moi en tout cas, qui j'aime bien me répéter, c'est qu'il y a des moments où quand t'as l'abandon, les envies d'abandon qui te passent par l'idée par la tête, ben tu te dis, j'essaie de me rappeler tous les sacrifices entre guillemets, les temps que j'ai passé dehors à m'entraîner et ce qui m'excite, pourquoi je suis venu. Et donc généralement, j'essaie de me répéter ça et ça m'aide à continuer. Donc globalement, de toute façon, les rares fois où j'ai abandonné dans ma vie, c'était sur blessure, vraiment sur blessure où tu peux plus avancer.
Mais sinon, voilà, l'abandon, franchement, ça fait pas partie de mon jargon. Donc, ce petit motto là, c'est une phrase que j'aime bien. Merci beaucoup Cédric, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait voyager avec toi hors des sentiers habituels avec cette expérience qui était manifestement exceptionnelle en Thaïlande. Si l'Office du tourisme thaïlandais recrute prochainement, je pense qu'ils peuvent compter sur toi pour vanter les mérites du pays. En tout cas, une chose est sûre, tu m'as vraiment donné envie de découvrir cette course et son décor qui a l'air si spectaculaire. J'espère que c'est également le cas et que les auditeurs l'ont ressenti aussi de la même façon que moi. Merci également pour ton enthousiasme et ta joie de vivre qui est très communicative. Ça rend l'échange encore plus agréable. Voilà, donc j'ai passé vraiment un super moment en ta compagnie. Je suis content qu'on ait pu se croiser autour de cet épisode. Et voilà, et je te souhaite évidemment plein de belles choses pour l'avenir, de t'accomplir pleinement dans tous les défis qui vont s'offrir à toi dans les mois et dans les années à venir. Et je suis sûr qu'il y en aura un très grand nombre. Merci à toi, Guillaume, pour cette invitation. En tout cas, si des coureurs ont envie de partir en Thaïlande et qui ont besoin de conseils, ils peuvent me contacter et ça sera avec plaisir du coup que je te croiserai du coup à l'Eco-Trail pour affronter la jungle parisienne. Peut-être que je te contacterai en off pour me donner des petits conseils pour me préparer à ça. Ouais, elle est très rigoureuse et très exigeante. Il y a beaucoup d'humidité aussi, beaucoup de chaleur, ouais, surtout au mois de mars, c'est très éprouvant. Ouais, j'espère que les bon Parisiens moment, aussi seront aussi chaleureux que les Thaïlandais et me demanderont si je suis content d'être à Paris. Et donc... Je te poserai la question en tout cas. Merci, c'est cool. Au plaisir. À bientôt Cédric, merci pour ton temps. Merci à toi. À plus. Bye bye. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.